Assalamu alaikum. Bon, chers étudiants, on va commencer aujourd'hui le chapitre 1 de ce module MDFA. MDFA, c'est mécanique du fluide approfondie. Donc, le chapitre il est consacré généralement à des rappels et généralités de ce qu'on a vu au cours de la deuxième année en licence sur la MDF. Donc, tout ce qui est ligne de courant, distribution eulérienne, ou bien lagrangienne, les types d'écoulement, c'est quoi un milieu continu, l'équation de continuité, théorème de continuité de mouvement, et on a vu ce quoi la fonction de courant, c'est quoi l'écoulement rotationnel, la fonction potentielle vitesse, etc. Tous ces rappels sont inclus dans ce premier chapitre. Donc, on va, bien sûr, on ne va pas discuter ces rappels durant ces vidéos, donc ils sont considérés déjà faits, donc on va c'est-à-dire revoir le cours qu'on a fait en deuxième année de licence. Donc on va commencer par établir les équations fondamentales de la mécanique des fluides qui sont donc les équations fondamentales de la MDF. Donc, premièrement, c'est l'équation de continuité, équation de quantité de mouvement, et l'équation de l'énergie. Donc, ces deux premières équations, on les a déjà vues donc, en deuxième année. Mais on a vu la forme intégrale de ces équations. Surtout la deuxième équation, qui est l'équation de mouvement. Donc, l'équation de continuité, on a vu sa forme intégrale et sa forme différentielle, parce que ce que nous entendons par les équations fondamentales, en fait, les équations se forment différentielles. L'équation de continuité qu'on a vue, la forme différentielle est la suivante. dρ par dt plus divergence ρv égale à 0. Donc, pour l'équation du continu de mouvement, donc, ce qu'on va démontrer pendant cette séance, donc, on appelle aussi les équations de Navier-Stokes. Donc, c'est quoi ces équations? Donc, en fait, c'est la forme différentielle de ce théorème de continu de mouvement. L'équation de l'énergie, donc, on peut l'obtenir, on applique pour le premier principe de la thermodynamique. Donc, à partir du premier principe de la thermodynamique. Et bien sûr, on peut trouver que ce soit la forme intégrale ou bien la forme différentielle de ces équations. Maintenant, on concentre-nous aux formes différentielles, surtout à la deuxième équation qui est l'équation de continuité ou bien c'est les équations de Navier-Stokes. Alors, l'équation de continuité, c'est une équation scalaire, parce qu'elle traduit la conserve de la masse, c'est une quantité scalaire bien sûr. L'équation d'énergie, elle traduit la conserve de l'énergie, c'est une grandeur scalaire, donc c'est une équation scalaire. Par contre, l'équation de Navier-Stokes, c'est le mouvement, donc c'est une équation vectorielle. Donc dans z réel, ici avec z, donc dans le cas général, on a trois composantes de cette équation, parce qu'elle traduit la conservation des grandeurs vectorielles, qui est la quantité de mouvement. Pour rappel, on a obtenu cette équation par application du deuxième loi de Newton ou bien le théorème de la quantité de mouvement. Donc, on va maintenant dériver les équations de Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes.
c'est-à-dire la forme différentielle de l'équation de mouvement. Comment on va obtenir ces équations? On peut procéder avec deux méthodes. La première méthode, c'est qu'on choisit un volume de contrôle arbitraire dans les mouvements. Ça, c'est le volume de contrôle. VC, c'est un volume de contrôle. Le volume de contrôle, bien sûr, à travers lequel le mouvement passe, comme ça, voilà le mouvement, et il est limité par ce qu'on appelle la surface de contrôle. Et on va appliquer le théorème de mouvement à ce volume de contrôle. Avec cette approche, on va trouver bien sûr la forme intégrale de l'équation du mouvement. Pour obtenir les équations de Navier-Stokes, il faut transformer cette forme intégrale en une forme différentielle. Ou bien notre méthode, au lieu de considérer un volume de contrôle, on va considérer un volume élémentaire, c'est-à-dire une particule fluide. Ça me donne la forme intégrale. On a appelé aussi le théorème du mouvement ou bien le théorème de l'air, si le fluide est parfait, c'est-à-dire non visqueux, qui nous permet de calculer la force exercée par le fluide sur le solide, par le fluide qui en écoulement à travers ce solide. Ou bien, la forme intégrale, on peut faire des transformations mathématiques, pour arriver à la forme différentielle. La forme différentielle ou bien les équations de Navier-Stokes. La forme différentielle. D'accord? Maintenant, cette forme différentielle, on peut l'obtenir en procédant avec notre méthode, c'est qu'on va considérer une particule fluide, un élément élémentaire, dn de volume dv. D'accord? Et on applique le théorème de mouvement à ce volume élémentaire. On peut trouver cette forme différentielle. Ce qu'on va faire, on va continuer la même méthode qu'on a faite en deuxième année de licence. On a appliqué ce principe de théorème de mouvement. On va appliquer ce principe à ce volume de contrôle. De cette manière-là, on obtient l'équation du mouvement sous la forme intégrale. Donc, tout d'abord, forme intégrale, d'accord, de l'équation de quantité de mouvement. Donc, quantité de mouvement. Bon, cette formule-là, on a déjà démontré en deuxième année. Qu'est-ce qu'on a dit? La variation par rapport au temps. Volume de contrôle, voilà. D'abord, V dV, plus intégration de la surface de contrôle qui entoure ce volume de contrôle. Alors, d'abord, V scalaire N ds égale les forces, le second membre, en sorte des forces qui s'exercent sur le volume de contrôle. Comme vous savez, on a deux types de forces. On a des forces de volume et des forces de surface. Donc, les forces de volume, on va les calculer à travers une intégrale de volume de contrôle. La force de volume, F dV, d'accord? Par exemple, dans le cas de cette force de volume, c'est le poids. Donc, F, c'est le G, l'accélérateur horizontal. Donc, avant de c'est la masse fois G, donc on nous donne le poids. Ça, c'est les forces de volume, plus les forces de surface. Maintenant, les forces de surface. On va, force de surface, c'est-à-dire ce qui s'applique à la surface de ce volume de contrôle. Ou bien les forces de contact, bien sûr, qui s'appliquent par le fluide qui entoure notre volume de contrôle, ou bien notre système. Donc, ces forces de surface, c'est entre, par exemple, un élément de surface quelconque sur le volume de contrôle, ça c'est ds, d'accord? On oriente sur ds avec une normale extérieure qui oriente la surface ds. Donc, la force élémentaire exercée ici, sur cet élément de surface, on va l'appeler df, par exemple df. df c'est la force élémentaire. Donc,
surfaces sont représentés par ce vecteur-là, T. T ds. T, c'est quoi? C'est le vecteur contrainte. Ce qu'on appelle T, c'est le vecteur contrainte. T, c'est le vecteur contrainte. Comment on les définit ce T? T égale df sur ds. En fait, c'est la limite de df sur ds, donc ds tend vers 0. Donc ça, le vecteur contrainte. Donc comme vous le voyez, df, ou bien plus précisément, on va écrire à la place de df, cette force par une surface, c'est le vecteur contrainte T. Donc T, c'est quoi? C'est df sur ds. On voit tout de suite que T est la l'unité d'une pression. Donc c'est du newton par mètre carré. Donc ici c'est ds et l'intégration de toute la surface de contrôle nous donne maintenant la force de surface ou bien surface totale qui s'applique sur le volume de contrôle. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pour obtenir la forme différentielle, on va transformer, on va appliquer des transformations mathématiques à cette forme intégrale pour trouver la forme différentielle. On a déjà fait ça auparavant, c'est-à-dire reste de transformer toutes les intégrales de surface en intégrales de volume. Ensuite, on intègre tout ciment par rapport au volume et on annule l'intégrant dans l'intégrant, c'est-à-dire tout ce qui est le terme qui à l'intérieur de l'intégrale de volume égale à 0 et on obtient l'équation différentielle. Bon, avant de procéder, donc ça, le premier terme, il représente l'instationarité, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire la quantité de mouvement à l'intérieur du volume de contrôle, du fluide qui passe par le volume de contrôle. Ce deuxième terme, c'est le flux de quantité de mouvement à travers la surface, le volume de contrôle, bien sûr, à travers sa surface. Eh bien, la force résultante, ce qui est la force résultante, c'est on a aussi des forces de volume ou bien des forces de surface. On appelle ça le terme d'inertie. Le terme d'inertie. Ça, on appelle le terme d'inertie. Très bien. Voilà. Donc maintenant, avant de faire cette transformation, de passer vers la forme différentielle, on va maintenant évaluer ce vecteur contrainte T. Comment on va écrire ce vecteur contrainte T? Très bien. Voilà. Donc, bon. Donc, en fait, le vecteur contrainte, il est par définition égal, c'est une force par unité de surface, donc il a l'unité de pression. Donc ce T-là, on voit, par exemple, cet élément de surface, il entoure le point M. D'accord. En ce point M, d'accord, on prépare la surface élémentaire ds, et cette surface, bien sûr, elle est orientée par sa normale, par convention en orientation extérieure. Donc, on a ce vecteur contraint en ce point. D'accord. En chaque point, bien sûr, on peut imaginer qu'on a la même chose, un vecteur contraint. Voilà. Pour une ds avec une normale n, etc., etc. Donc on voit tout de suite que ce t, le vecteur contrainte, c'est-à-dire à n'importe quel point m, il dépend bien sûr de la normale. Ça dépend de la normale. D'accord. Donc on peut dire que c'est t, c'est-à-dire comment on lit ça, le vecteur contrainte au point m, d'accord, appliqué à l'élément de surface ds qui est orienté par sa normale extérieure. Donc il est toujours possible de décomposer ce vecteur contraint en une composante normale. Donc on peut écrire T n fois n plus T fois t. C'est-à-dire on peut décomposer en une composante normale et une composante tangentielle. Donc si on va faire un agrandissement à cet élément de surface, vous allez voir. Ça c'est ds, ça c'est ds, de normale n, et
le T il est orienté arbitrairement comme ça, donc on peut toujours décomposer ce T en une composante normale selon N, on appelle ça Tn, d'accord? N où N c'est la normale à sa surface, et une composante tangentielle tangente à la surface. Ça c'est T. Et ce vecteur élémentaire, on l'appelle T. Donc, si vous voulez, on a décomposé T dans le plan NT. D'accord? N la normale et T la tangente. On les montre comme ça. La composante normale de ce vecteur contraint, on la montre par la lettre grecque sigma, petit sigma n, et la composante tangentielle par la lettre grecque O. D'accord? Donc, composante normale, elle est notée par sigma, et composante tangentielle, elle est notée par tau. Ça, il est toujours possible. Le plan, si vous voulez, ce plan NT, le plan NT, c'est ce qu'on appelle le plan de mort. Plan de mort. Christian Otto, c'est un physicien allemand. D'accord? C'est le plan de mort. Très bien. Donc, il faut retenir que N c'est la normale à la surface et T c'est la tangente. Lorsqu'on dit bien sûr la normale à la surface en général, cette surface elle est courbée. Plus précisément, ça veut dire la normale au plan tangent, le plan tangent à cette surface, c'est elle est courbée, le plan tangent. Et T c'est la tangente dans ce plan, à partir de ce plan. Très bien. Maintenant, donc on a dit qu'il est toujours possible de décomposer ce vecteur contraint en signe de composante normale et tangentielle. Maintenant, bien sûr, puisqu'on est au travail avec des grandeurs vectorielles, il faut orienter bien sûr l'espace. Bien sûr, il faut choisir le trièdre. Donc, on travaille, on oriente l'espace par ces trois axes, par exemple X, Y et Z. D'accord? Puisqu'on a affaire à des grandeurs vectorielles. Mais ce qu'il faut montrer que ce vecteur contrainte, il dépend de N, de l'orientation de la surface. Donc, comment on va évaluer ce T? Donc, on va considérer maintenant une surface élémentaire sous forme d'un titre à N pour savoir comment calculer ce T. D'accord? Donc, considérons maintenant, c'est-à-dire un élément de volume infinitésimal, c'est-à-dire si vous voulez dv, on dv bien sûr égale dx, dy, dz, d'accord? Cet élément infinitésimal, il a un volume dv bien sûr et une surface ds, comme ça. Donc on va choisir maintenant, parce que d'abord, cet élément infinitésimal, on va choisir comme un titre à N, un titre à N élémentaire, un titre à N. Donc, dans notre système de coordonnées, ça c'est par exemple X, Y et Z. On va essayer de tracer ce titre à R. Donc, titre à R, c'est ça, donc c'est un volume élémentaire. Ceci, titre à R. Donc, vous voyez que ce titre à R, il a cette surface qui est en face, il a cette facette, et l'autre facette, celle de ce côté-là, et cette facette de ce côté-là, et cette facette. Trois facettes, d'accord? Et la facette, c'est-à-dire qu'on le voit sur le tableau HE. D'accord? Cette facette, ici par exemple, on a le point 1, la facette HE du point 1, sa normale, elle est 1, et par exemple le T, il est là, ce vecteur contrainte. Très bien. Donc, ce qu'il faut retenir, que voilà, cette facette, elle est orientée arbitrairement, mais les autres facettes, cette facette-là, et celle d'en bas, et de l'autre côté, ils ont les normales respectives de ces facettes, on les connaît. Cette facette-là, si vous pouvez l'imaginer, elle est dans le sens contraire de Y. Donc cette facette-là, dans la normale à
Facette, c'est en fait que si on appelle le vecteur unitaire sur Y, on va l'appeler Y. Donc, sa normale, la facette par exemple U, sa normale, en fait, c'est moins EY. Car cette facette-là, elle est, sa normale, la normale, elle est toujours orientée vers l'extérieur. Donc, sa normale, on l'appelle par exemple N3, c'est en fait c'est le sens contraire de l'axe Z qui a le vecteur unitaire, on va l'appeler EZ, donc c'est égal moins EZ. D'accord. Et cette facette-là, d'accord, quelle est l'opposé de l'axe des X, c'est la facette, on va essayer de le tracer ici pour ne pas. Voilà, c'est. Alors, ça normale, par exemple, on va l'appeler, bon, on appelle ça N2, d'accord, pour rester 1, 2, 3, N1, donc c'est en fait c'est moins EX. C'est le vecteur unitaire X. Voilà, c'est l'inverse. Donc, ce qui travaille avec 6 facettes, ces 3 facettes et sa facette principale, donc elle a une composante, ces facettes, les nombres de ces facettes, on les connaît. On dit à l'opposé des 3 axes. Sauf la facette HE, pour laquelle on cherche ce vecteur contraire. Très bien. Donc, si nous prenons par exemple, si nous prenons la facette 1, la facette est, ou bien, ce que nous voyons, pas cette facette-là, la facette numéro 2, qui est dans le plan, elle est dans le plan, vous voyez, elle est dans le plan XZ. XZ. Cette facette, elle est dans le plan XZ. Donc, le vecteur contrainte de dans cette facette, le vecteur contrainte, on va l'appeler par exemple TID. D'accord? Donc, c'est TID, le vecteur contrainte. Bon, on va essayer de tracer cette facette en perspective, en considérant cette facette-là, par exemple, on va la tracer par exemple en perspective comme ça, donc cette facette-là, d'accord? Alors, le vecteur contrainte, on va l'appeler T2, sa normale est N2, mais dans ce cas, c'est en fait quand c'est moins Y, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ce vecteur contrainte T2, on peut toujours le décomposer en une composante normale et une composante tangentielle. Donc on peut écrire par exemple, pour cette facette-là, la facette, ou bien la face si vous voulez, facette 2, on peut écrire que T2 égale. Alors, on a une composante selon N2, voici le Y, donc la composante normale, on va prendre toujours par la lettre grecque sigma. Donc, et on connaît que cette composante normale elle est dans les directions des axes Y, donc on va indiquer sigma Y. D'accord? Sigma Y, parce que elle est selon la normale N2. N2 en fait c'est EY. Voilà. Plus, vous pouvez imaginer, donc maintenant, on peut décomposer en 2 composantes. T2, donc cette composante-là, d'accord, c'est cette composante, c'est sigma, et cette composante selon tangentielle. D'accord? Très bien. Donc, plus taux. Alors, taux, voilà. Mais taux là, même ce taux là, il est dans taux. On va garder maintenant pour l'instant taux à T. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Dans cette facette-là, ce taux, d'accord, puisqu'on a orienté l'espace, on peut décomposer ce taux en 2 composantes. Parce que pour cette facette, on est dans le plan, si vous voulez, c'est quel plan? C'est le plan qu'on voit ici, c'est XZ, hein? C'est le plan XZ. Donc on peut, ce taux-là, on peut décomposer, en fait, c'est le T, bien sûr, en composant selon Z et en composant selon X. Donc, réécrivons ça, donc est égal à sigma Y, d'accord, plus, il y a une composante selon, par exemple, X, EX, plus une composante, toujours parce que c'est une composante tangentielle, selon EZ. Très bien. Donc, la composante selon X, comment on va l'indexer? C'est un vecteur unitaire, d'accord? Donc, ça c'est quoi? Taux, d'accord? C'est on est dans le plan, ce plan-là, d'accord? C'est taux. Elle est bien sûr, c'est-à-dire dans la direction par exemple des X, d'accord?
Et on est dans quel plan? C'est Y. Ici, c'est Y, très bien. Y. Et là, c'est Y. On est dans Y. YZ. Très bien. Donc, alors, sigma Y, elle est dans la direction Y. L'autre O, elle est dans la direction Z. D'accord? Direction Z. Mais ce point-là est situé à Y donné. D'accord? Et la proportion sur X, toujours elle est dans le plan, bien sûr, elle est dirigée suivant X. Et on est dans le plan, bien sûr, Y est là constant. C'est pour ça, c'est comment lire ces indices-là. Tau X, Y, ou bien Tau Y, Z. Donc, c'est Tau X, Y, c'est quoi? C'est la composante du vecteur contrainte, d'accord? Dans la direction X, d'accord? Ce vecteur contrainte, il s'applique dans un plan que l'axe Y est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, on va généraliser cette définition. Comment on dit ces deux indices? O, IG, c'est quoi? O, IG en général. Donc, IG, ça se peut X, Y, Y, Z, etc. Comment on dit ça? Tau X, G. Donc, c'est la composante tangentielle, bien sûr, tangentielle du vecteur contraint qu'on a appelé T, vecteur contraint T, d'accord? Composante tangentielle du vecteur T. Donc, elle est dans la direction I, appliquée, où s'applique cette composante-là? Où s'applique? Elle s'applique dans le plan appliqué, ou bien ce qui s'exerce, dans le plan, dans la normale, dans la normale, et J. D'accord? On va prendre par exemple des exemples à cette. Comment on lit ça? Tau, par exemple, Y, Z. Donc, Tau, Y, Z, c'est quoi? En fait, Tau, c'est composante tangentielle, toujours. Donc, Tau, c'est la composante du vecteur contraint T, dans la direction Y. Donc, ce vecteur est dans Y. Il s'applique où il est appliqué dans quelle face? La face est l'axe Z représente la normale dans cette face. Très bien. Voilà. Donc, idem pour les autres. Maintenant, on a considéré cette facette là. Maintenant, les autres facettes, ça vient tout de suite. On va généraliser ce qu'on a dit sur la première facette. Donc maintenant, comment écrire T1? Alors, T1, comment on va l'écrire? T1. Donc T1 égale à quoi? C'est-à-dire qu'on est dans cette facette. Là, c'est le plan YZ. Donc, une composante normale. La composante normale, elle est dans la direction de EX. Donc, on va noter sigma X. Elle est selon EX. Plus une composante selon Y, plus une composante selon EZ. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, X. Donc, elle est dans la direction. La composante normale, elle est dans la direction X et elle s'applique dans quel plan qui est l'axe qui est perpendiculaire à ce plan-là. Donc c'est sigma X. Ça, c'est le premier sigma X. Maintenant, la composante normale, par exemple, cette composante. Vous pouvez l'imaginer, cette composante-là. Donc, elle s'applique dans le plan pour lequel X est la normale. Donc, dans X, le premier indice, c'est la normale qui est l'axe normal au plan là. Elle est dans quelle direction? C'est Z.
c'est x, z, donc c'est ça là, donc c'est x, c'est z, selon EZ. L'autre, elle est dans cette direction-là, la tangente, d'accord? Donc elle s'applique dans le plan. Ce plan-là, vous pouvez imaginer, l'axe x, c'est toujours c'est la perpendiculaire à ce plan-là, c'est normalement ce plan, mais elle s'applique dans la direction de y. Ça, c'est pour T1. Maintenant, il nous reste le dernier T3. T3, c'est toujours, on va trouver, quand on passe en base, EZ, elle est dirigée sur EZ, plus O, EX, EX plus O, EY. Très bien. Donc, le premier indice, c'est toujours, qu'est-ce que c'est toujours? L'axe perpendiculaire au plan où cette contrainte dont je sais est appliquée. Donc, cette contrainte, elle est dans la direction des axes X et celle-là dans la direction des axes Y. Donc, on a les trois composants, les trois vecteurs contraintes pour chaque facette, T1, T2, T3. Sauf si vous vous rappelez, on a vu ce titre à L, les facettes 1, 2, 3, les normales de ces facettes-là, les normales, c'est 1, 1 c'est moins X, 1, 2 c'est moins Y, et 1, 3 c'est moins EZ. Si vous voulez, on va procéder de ce signe-là, donc il faut rajouter, on a égal, moins. Ces moins-là, juste parce qu'on est le sens opposé des vecteurs unitaires. Pour les 3. Voilà. Moins. Parce que ces vecteurs unitaires, les normales, par exemple EZ, vous voyez que EZ, cette facette-là, la base, 1, 3 qui est EZ, elle est dans la direction opposée de EZ. Voilà. On va rectifier un petit peu la notation parce que là, cette composante, par exemple Y, elle s'applique dans la direction Y, dans un rond qui est perpendiculaire où Y représente. Donc, on utilise tant Y, sans tant XX et taux ZZ. C'est la même. Donc, c'est quoi? Par exemple, sigma c'est pas bon. C'est quoi sigma XX? Sigma, c'est le premier indice. X, c'est la perpendiculaire au plan où appliqué sigma. Le deuxième indice, c'est quoi? C'est la direction de cette contrainte selon l'axe des X. Donc ça, c'est l'axe des X. Et ça, l'axe aussi représente la perpendiculaire au plan où situe cette contrainte normale. D'ailleurs, c'est la même définition. Donc sigma ig, c'est quoi? Par définition, c'est quoi? C'est composante normale du vecteur contrainte. Pour ne pas être une vecteur contrainte, c'est une vecteur contrainte. Donc, c'est la composante normale. Ici, c'est la composante tangentielle. D'accord? Alors, dans la direction, c'est la même définition, la direction I, d'accord? Dans la direction, avec ce qu'on a défini, donc la direction avec le deuxième indice, c'est J, la direction J, dans la direction J, dans le plan où I est la normale. Donc il faut aussi, c'est-à-dire, là c'est aussi J, I. En fait, c'est des conventions, donc on peut définir, on peut utiliser la première définition ou bien la deuxième définition, sans perte d'information, c'est la même chose. Ici, par exemple, alors, lorsqu'on dit sigma, donc sigma, par exemple, sigma ZZ, c'est quoi sigma ZZ? Sigma. Donc sigma, elle est dans la direction Z. Elle s'applique où? Dans un plan où l'axe Z est perpendiculaire. Donc on écrit sigma ZZ ou bien tout simplement sigma Z. Sigma XX ou tout simplement sigma X. Sigma Y ou bien sigma Y. Très bien. Voilà. Donc j'ai changé juste ma convention, comment lire les composantes de ces contraintes. Très bien. Bon, le signe moins, bien sûr, on va considérer ce titre à les trois facettes. Ces trois facettes, c'est normal, parce qu'en fait, sont l'opposé de chaque vecteur unitaire. Maintenant, on va, pour définir
le vecteur en ce point, c'est-à-dire le vecteur contrainte T. Donc, bien sûr, on va considérer l'équilibre de ce volume élémentaire. Parce que l'équilibre, ça va être des forces appliquées à ce volume élémentaire, qui, dans notre cas, c'est un titre à L, donc égal à 0. Très bien. Donc, l'équilibre, on va considérer l'équilibre. Donc, l'équilibre. Donc, l'équilibre de ce titre à être, bien sûr, élémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre? Ça veut dire l'ensemble des forces qui s'appliquent à ce titre à L sont nulles. Donc, les forces qui sont appliquées, on a des forces de surface comme les A représentées par ces vecteurs contraints, on a aussi des forces de volume, c'est-à-dire que la matière à l'intérieur, c'est ça un fluide, donc le fluide contenu dans ce volume élémentaire. Et puis c'est un volume très petit, c'est-à-dire infiniment petit. Donc si on calcule par exemple ici par une force de volume sur le poids, donc c'est delta 1 G, c'est ça la force de volume, donc égal. Alors delta 1 c'est quoi? 0, delta V, G, mais delta V c'est dx fois dy, c'est 17, c'est des quantités infiniment petites, donc c'est très petit, c'est de l'ordre à dx infiniment petit, fois dy infiniment petit d'ordre 2, fois dz infiniment petit d'ordre 3, donc on peut négliger les forces de volume. En ne considérant, il ne reste uniquement les forces de surface. Donc, force de surface, c'est alors la façade assurée qu'on nous voit, c'est le vecteur T, bien sûr 1, plus sur la façade 1, donc c'est T1, voilà, au point M, elle s'applique pour la normale, on l'appelle normale 1, plus T, on l'applique T2 au point M à la façade 1,2, normale 1,2, plus T3, vecteur contraint, appliqué à la façade normale 1,3. Tout ça égal à 0. Très bien. Mais ça, c'est des vecteurs contraints. Hein? C'est des vecteurs contraints. Donc, on a dit, nous, on fait l'équilibre des forces. Ça, c'est une force par une surface. Pour obtenir la force ici, il suffit de multiplier T par la surface. Cette surface assurée. La surface assurée, on va l'appeler ds. Donc, c'est quoi ds? La façade, par exemple, la façade 1, elle a une surface. On va l'appeler ds1 plus la façade 2. La façade 2 de l'autre côté, ça, c'est ds2. Et la façade de base, on va l'appeler ds3. Voilà. Sous-entendu que N1 c'est moins EX, moins EY et moins EZ. Bon, on peut vérifier cette dimension de la manière suivante. Donc T2, 1 fois ds, ça c'est la force élémentaire, c'est dF, force de surface élémentaire appliquée sur la surface assurée. Donc plus T1 au point 1. Maintenant, la normale incidence c'est moins EX. Cette surface, cette facette a une surface ds1 plus T2. Alors 1,2 pardon, c'est moins Y. Alors, cet élément, cette facette a une surface élémentaire, c'est ds2 plus T3, 1 moins Z, ds3 égale, ça égale à 0, égale à 0. Très bien. Donc, ça c'est une propriété du contraint, c'est T1 de 1 moins X égale moins T1. D'accord? C'est moins. T2, 1 moins Y égale moins T2, etc. Donc, T, on peut décrire que T1, 1, ds, moins T1, 1 de X, ds1, plus, pardon, moins
T2, M, EY, ds2, moins T3, M, EZ, ds3 égale 0. Ça, c'est une propriété des contraintes, ça vient bien sûr du principe action égale réaction. Donc, la contrainte ici, par exemple, elle est donc ce sens-là, c'est l'opposé à cette facette dans la direction inverse, c'est que l'opposé, c'est le sens inverse. C'est le principe action égale réaction. Ça se découle de ce principe-là. On voit tout de suite maintenant que ça égale à 0. Donc t égale à quoi? Ce vecteur, on le recherche, t n ds égale maintenant t1. Bon, maintenant je vais abréger l'écriture. Donc au lieu d'écrire le n1, donc c'est t ds. Je vais enlever ces parenthèses-là, égale, juste pour alléger l'écriture, donc c'est T1, ds1, plus T2, ds2, plus T3, ds3. Très bien. Il nous reste maintenant à écrire ici surface et surface élémentaire, ds1, ds2, ds3 en fonction de ds, bien sûr. Si vous regardez par exemple, je prends un exemple, la facette de la base, ça c'est ds3. Donc on va écrire ds3 en fonction de la face attachée en vert, c'est en fonction de ds. Donc vous voyez que ds3 en fait c'est la projection de ds sur ce plan x, y. D'accord? Donc on va dire ici ds3. Donc ds3 égale à quoi? Donc c'est la projection de ds, mettons ds comme vecteur. Donc ds pour le monde vecteur est orienté par sa normale n. D'accord? Projection, ça fait le produit scalaire. Donc on va projeter ça sur quel? La normale ici c'est quoi? C'est EZ. C'est EZ. Et le produit scalaire n, EZ, n scalaire EZ, c'est le vecteur unitaire n avec le vecteur unitaire de z, ça veut dire on va le noter par exemple par nz. Donc ça c'est ds nz, parce que c'est la norme de 1 c'est 1, la norme de ez c'est 1 et cosinus de l'onde. La même chose pour ds2. ds2 c'est quoi? C'est ds scalaire, pardon, dsn scalaire. Donc ds2 c'est cette surface. Donc on va projeter sur EY. On va faire le produit scalaire EY. Et un scalaire, on va l'appeler NY. Donc ds2 égale à quoi? ds NY. Pour ds1, cette surface-là, la première facette, donc on va projeter ds sur EX. Donc n scalaire x nous donne nx. Bien sûr, nz, ny, nx, on les appelle des cosinus directeurs. Les cosinus directeurs de ce vecteur rappelle la normale n. Les cosinus donc le triangle x, y, z. Donc, on peut écrire maintenant t ds égale à quoi? Donc c'est t1 à n x ds plus t2 ny ds plus t3 n3, pardon, n3 c'est nz ds. On peut simplifier par ds maintenant, donc on peut simplifier par ds, infiniment différent 0, ds. Donc celui que contrainte t, finalement, ici c'est comme suit. Donc t, alors t égale à t1 nx plus t2 ny plus t3 nz. nx, ny, nz sont les composantes du vecteur normal n dans les trois directions. C'est les cosinus directeurs. On les appelle des cosinus directeurs. Donc, nx, ny, nz, c'est les cosinus directeurs du vecteur
du vecteur n, bien sûr, dans la base EX, EY, EZ. Très bien. Et on a vu tout à l'heure que N1, on peut décomposer. N1, c'est le vecteur contrainte qui s'applique sur la facette 1. On a décomposé une composante normale et une composante tangentielle. Cette dernière composante tangentielle qui est dans ce plan, elle est décomposable en deux composantes. Donc T1. 1 ici, si vous voulez, 1 c'est pour X, 2 c'est Y et 3 c'est Z. Hein? Donc T1 c'est sigma X, X, EX plus tau X, Y, EY plus tau X, Z, EZ. T2. Après décomposition, on a fait tout à l'heure. Tau Y, pardon, c'est sigma, plus tau YX, EX, plus tau YZ, EZ. Et T3. T3 c'est sigma ZZ, EZ, plus tau ZX, EX, plus tau ZY, EY. Voilà. Maintenant, si vous écrivez cette... maintenant, on va remplacer T1 par ces expressions-là. Et on regroupe, bien sûr, et on regroupe les vecteurs. On met un facteur, par exemple, X et EY, EZ. Donc, ce T-là, si vous voulez, il a trois composantes. Ce vecteur contraint. Il a une composante Tx, il a une composante Ty, il a une composante Tz. Comment on va obtenir ces composants? On va juste réarranger après le remplacement de ces expressions de départ. Tx, tout ce qui est facteur en EX, on va regrouper les termes en facteur de EX qui apparaît ici, ici et là. Donc Tx, alors si on peut écrire par exemple Tx c'est quoi? On va écrire par Tx c'est quoi? Tx c'est quoi Tx? Alors, on a sigma xx là, sigma xx. N'oublions pas le nx, Alors, on a aussi plus tau yx fois le ny. Et on a aussi le ex, il est là, donc tau zx, alors nz. Idem pour les autres. Hein? Donc, ça nous donne un EY ici. EY, on a le taux XY. Dans la direction Y, nous n'oublions pas le NY. D'accord? Ici, le NX. Plus, maintenant sigma YY. Ici, on a le NY aussi. Là. Plus taux YZ, voilà, ZY. Alors, ZY et NZ. Tau Z, c'est la même chose. Pardon, TZ, c'est tau XZ NX plus tau YZ NY plus sigma maintenant ZZ alors NZ. Très bien. Donc, tout ce qui est en rouge, on peut l'écrire sur une écriture matricielle. Tout ce qui est en rouge, ça, on peut regrouper ça, on écrit comme ça. Donc, on a les vecteurs, ils constituent des vecteurs nx, ny, nz. Et la première, voilà, on va remplir cette matrice-là. Donc, c'est sigma xx, tau yx, tau z, zx, et tau xy, sigma yy, et tau c'est zy. Ici c'est tau xz, tau yz et sigma zz. Très bien.
tenseur des contraintes. Tenseur des contraintes. On le note comme ça, sigma. Sigma avec 2 barres. Sigma 2 barres. Donc le tenseur des contraintes qu'il y a, c'est composante-là. Donc finalement, on a pu exprimer le vecteur contrainte T qui a les composantes Tx, Ty, Z en termes de ce tenseur de contrainte. Ce tenseur de contrainte, bien sûr, il est très utile, celui qui va nous définir la contrainte en n'importe quel point M. Donc sigma A, c'est le tenseur des contraintes. Donc c'est quoi ce mot nouveau, un tenseur? Donc on a un nouveau mot technique, c'est un tenseur. Donc on connaît voilà, les quantités qu'on a déjà vues. On avait une quantité par exemple scalaire et une quantité vectorielle. Maintenant on a ce qu'on appelle une quantité tensorielle ou bien un tenseur. Donc une quantité tensorielle, on la représente par une tenseur. En général, c'est quoi une tenseur? Juste définition. Une tenseur. En anglais c'est tensor. Tensor. Voilà. Donc, comment on le note notation? On le note. Ici on note sigma et on met ici on met 2 barres. Ou bien il y a des notations sigma mais on met 2 vecteurs. D'accord? Donc tenseur c'est quoi? Tenseur c'est une quantité mathématique. Une tenseur c'est et contient des éléments, par exemple un scalaire. On peut définir par un nombre illimité, un vecteur par direction, sens, module, etc. Le tenseur, c'est quoi le tenseur? Tenseur, en fait, c'est une généralisation. Tenseur, on a tenseur d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2, etc. Jusqu'à l'ordre 1. D'ordre 1. C'est quoi ce tenseur? Il contient combien? 3 puissance éléments. Ou bien composants. 3 puissance composants. Donc dans le cas, si l'ordre du tenseur est 0, donc 3 puissance 0 c'est 1. Là, ce qu'on a défini le scalaire. Un scalaire il est défini par un nombre illimité. Donc un scalaire c'est quoi? C'est un tenseur d'ordre 0. Si n est égal à 1, on parle d'un tenseur d'ordre 1. Tenseur d'ordre 1, c'est un vecteur. Un vecteur, très bien. Le tenseur d'ordre 1, ça c'est un vecteur. Ça me donne un vecteur. Un vecteur par exemple V. Et le vecteur, on note voilà, une flèche, ou bien on peut noter un numéro. D'accord, un vecteur. Maintenant, tenseur d'ordre 2, par exemple, ce tenseur de contrainte, il est d'ordre 2, donc il a 9 éléments. N égale à 2, donc il a 3 puissance 2, 3 au carré, donc c'est 9 éléments. On le note, ça c'est un tenseur d'ordre 2. Donc ici on a noté sigma, c'est pour ça qu'on met 2 barres, par exemple sigma barre parce qu'il est d'ordre 2. Ou bien on peut le noter aussi sigma 2 vecteurs comme ça. Et ainsi de suite. Si on a un tenseur d'ordre 3, donc une fois qu'il y a 3 éléments, donc il a 27 éléments. Donc on le note sigma mais barre, 3 barres, ou bien 3 vecteurs. C'est ça ce qu'on appelle un tenseur. Donc ce tenseur des contraintes, c'est lui qui va nous permettre de définir la contrainte en n'importe quel point 1. Très bien. Donc T maintenant, on a pu évaluer T à l'aide de ce tenseur des contraintes. D'accord? Donc T avec ces composantes-là est égal à ce tenseur. Alors, on va multiplier bien sûr par ces cosinus directeurs Nx, Ny et Nz. Très bien. Maintenant, revenons à notre équation de départ qui est l'équation de quantité de mouvement. L'équation de quantité de mouvement. Donc, on va la l'écrire rapidement. Donc, c'est d par dt dans le volume de contrôle. Alors, V c'est la vitesse, V volume, comme variation de mouvement dans le volume de contrôle, plus le flux quantité de mouvement à travers la surface de contrôle, c'est d'abord V scalaire N ds égale les forces de volume, c'est des volumes de contrôle, alors F dV plus les forces de surface, du bien sûr, ces forces de surface,
de surface sont dues à la viscosité du fluide. Donc, on les a représentés par ce vecteur de contrainte T, ds. Ça, c'est le vecteur contrainte. Très bien. Maintenant, ce qu'on a dit pour obtenir la forme différentielle de cette équation, les transformations mathématiques, pour trouver la forme différentielle qu'on appelle les équations de Navier-Stokes, on va transformer les intégrales de surface à des intégrales de volume. Donc ici on a deux intégrales de surface, on va les transformer en intégrales de volume. Alors, le premier, il reste ici une intégrale de volume, pas de problème, donc alors V dV plus A. On va transformer cette intégrale, on applique le théorème de divergence et devient donc divergence à la V dV. Donc, un ds il est devenu un élément de volume dV. Donc, divergence de V. Attention, vecteur V. Ce n'est pas un produit scalaire entre ces deux vecteurs. En tout cas, c'est un produit V. C'est une diade. On appelle ça une diade. Une diade. De vecteurs. Plus volume de contre-rapport égal. Alors, F dV, force de volume. Et on va transformer cette égalité de volume, voilà. On va écrire divergence de ce T. En tout cas, de ce dV. Très bien. Maintenant, on a vu que ce T-là, on l'a exprimé à l'aide du tenseur du contrainte. Maintenant, on va calculer cette divergence de T. D'accord. On a exprimé T en fonction de ce tenseur de contrainte. En fait, on est en train de calculer divergence de ce tenseur des contraintes, qui est de sigma de Mach, de divergence des tenseurs. Alors, on a vu auparavant comment calculer divergence d'un vecteur. Bon, divergence d'un vecteur, par exemple, un vecteur A, on va classer dAx en coordonnées cartésiennes, plus dAy sur dy, plus dAz sur dz. Et on a dit que la divergence avec un vecteur, ça demande un résultat scalaire. Ça, il transforme le vecteur, on obtient un scalaire. Maintenant, pour un tenseur, si on applique la divergence, un tenseur d'ordre 2, on obtient un tenseur d'ordre 1. Donc on obtient ici, divergence de ce tenseur d'ordre 2, on va obtenir un vecteur. Le cas général, la divergence d'un tenseur d'ordre n, il nous donne un tenseur d'ordre n-1. On est dans le cas d'un tenseur d'ordre 2, donc il nous donne un vecteur. Un vecteur qu'on va calculer. Mais comment calculer ça? On va utiliser la notation indicielle. Donc égal d sigma ij dxj ei. Donc on dirige chaque composante de ce tenseur par rapport à xj et on multiplie par un vecteur dans cette direction ei. Donc i dans le cas général i égale 1, 2, 3, j égale 1, 2, 3. Et comment calculer ça? Ça c'est la notation indicielle, donc on va utiliser comment calculer c'est-à-dire la convention, comment on calcule dans ces formules-là. Donc chaque indice qui se répète, on va faire la sommation sur cet indice. Ici on voit que on a répétition de i, il répète deux fois, donc on fait la somme, i égale jusqu'à 1, 2, 3, dans l'espace de 3 dimensions. J, il se répète, donc 1, 2, 3, donc on a ici, on a 3, on fait quoi? On a 3 fois 3, 9 éléments. Très bien. Alors, donc, on va réécrire ça, donc on va écrire tout ça dans un volume de contrôle général. Alors, D relevé sur dt. D relevé sur dt, plus divergence de rho v moins rho f et moins divergence
sigma ij dx j ei. Tout ça, dv égale 0. Car, puisqu'on a affaire à un volume de contrôle arbitraire, donc l'intégrand doit être nul. Donc, l'équation, donc l'intégrand, le reste de l'équation, faisons différente, donc d sur dt plus divergence de rho v moins ça ou bien égal rho f plus d sigma ij sur dxuj ej. D'accord? Et voilà la forme différentielle finale. Maintenant, on voit bien qu'elle est une équation vectorielle. Donc, elle a dans le cas de 3 dimensions, elle a 3 composantes. On voit les 3 composantes. I égale 1, c'est-à-dire la direction x. I est égal 2, c'est la direction y, et I est égal 3, c'est la direction z. Très bien. Maintenant, on voit quelle est composante. Donc, V bien sûr, c'est V là, vecteur vitesse, on peut l'écrire est égal à VI EI. V1 E1 plus V2 E2 plus V3 E3. Ça veut dire U, si vous voulez, EX plus V EY plus W EZ, etc. F aussi, FI, FJ et F1. Alors, pour la direction X, on va utiliser cette notation. V1, on va remonter U, et V2, on va remonter petit v, et V3, on va remonter W. C'est 3 composantes du vecteur vitesse. Pour I égale 1, alors il nous reste D rho U sur dt, plus divergence de rho U fois V. U fois V, hein, une composante. Donc il faut regarder comment on calcule ce diade. Le diade V. Ce n'est pas un produit scalaire, ce n'est pas un produit vectoriel. D'accord? C'est égal. Est égal à rho F. Bon, F ici la composante de V sur X. Donc F, pardon, F1. Donc F1, on va l'appeler Fx. Et maintenant, on va calculer ça. D'accord? Ce divergence de ce vecteur. Alors, ici par contre c'est EI, hein? EI. C'est EI. EI, maintenant, I égale 1, on est à EX, dans la direction X. D'accord? C'est on fait juste un petit calcul pour ça, pour I égale 1, qui est max X, et le D sigma 1 J sur dx J et EI. D'accord? EI, qu'est-ce qu'on a dit? Égale 1. Et E1, c'est EX. Maintenant, vous voyez que J qui se répète. Ça commence se calcule par D sigma 1, 1. On va faire la sommation maintenant. X1, J égale 1, X1, c'est X, plus D sigma 1, 2 sur D, XJ, J égale 2, X2 c'est Y, on va l'appeler Y, plus D sigma 1, 3, par DX3, ou bien c'est 17. C'est 17. Donc, tout ça, bien sûr, la composante EX. On va maintenant, on va remplacer 1 par X, donc c'est XX, XY et XZ. Et on a vu tout à l'heure les composantes de ce curseur, EX, dans la direction X. Ici, maintenant, il nous reste, donc c'est D sigma XX sur DX plus D sigma
xy sur dy plus d sigma xz, xz sur dz. Vous faites de même pour la deuxième composante. Au lieu de u, on a petit v, ici c'est v, etc. Fy et ici on a yx, yy et yz. Et la même chose pour les deux, la dernière composante. Maintenant on a vu les composantes de ce tenseur. Donc sigma ici, on va dire c'est quoi? Sigma ici c'est quoi? C'est ce petit sigma. Ça c'est quoi? C'est tau xy. Et ça c'est quoi? C'est tau xz. Donc finalement pour une équation, les autres c'est la même. 2 rho u sur dt plus divergence de pardon, VV, ça c'est U, hein. C'est U, donc c'est U au carré. C'est U, c'est U, hein. U au carré, ça vaut U au carré égale rho Fx plus D sigma xx sur dx plus D tau xy sur dy plus D tau xz sur dz. On peut obtenir la même chose pour les deux dernières équations. C'est 0 v sur dt plus divergence de rho v au carré égale rho fx plus d sigma maintenant y sur dy plus d tau bon maintenant yx sur dy plus d tau yz sur dz. Donc la troisième composante c'est d rho w sur dt plus divergence de rho w au carré égale rho f là c'est y pardon z plus d sigma zz sur dz plus d tau zx sur dx plus d tau zy par dy. Et c'est ça, on a obtenu enfin la forme différentielle de l'équation de quantité de mouvement. On les appelle aussi les équations de Navier-Stokes. On n'a pas encore terminé parce que maintenant ici on regarde nos inconnus, c'est la masse volumique, les trois composantes de la vitesse, l'effort de volume F, X, Y, Z, c'est connu. Et on a si termes, on a 9, maintenant sigma X, etc., tau XY, tau XZ, etc., c'est des inconnus supplémentaires. Maintenant, ils vont exprimer ces composantes de ce concert de contraintes en fonction des variables principales. Ici, par exemple, U, V, W. Et ça, on va utiliser ce qu'on appelle les lois constitutives du fluide. Donc, on va utiliser ces lois constitutives du fluide pour exprimer ces 9 inconnus en fonction des composantes du vecteur vitesse. Donc, je vous remercie, on arrête là, on va continuer la prochaine fois avec ces lois constitutives, comment exprimer ce tenseur de contraintes visqueuses en fonction, c'est-à-dire des composantes de vitesse et des pressions, etc. Je vous remercie et on continue la prochaine fois. Merci.